Salam alaikum, bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nasraddin et aujourd'hui on va entamer le module de la sémiologie qui est le module le plus important en médecine. Pourquoi? Premièrement parce que c'est la base de la médecine, c'est le module des signes et des symptômes, et deuxièmement parce que ce module vous accompagnera pendant votre cursus médical, pendant la 4e, la 5e, la 6e et la 7e année de médecine, et même après, même si vous faites n'importe quelle spécialité, ce module vous servira beaucoup. On aura dans ce module 9 chapitres. Dans chaque chapitre, on aura des cours. Et aujourd'hui, on va entamer le chapitre de la sémiologie générale. Et on commence par l'anamnèse, introduction à la sémiologie. Alors, voici le plan du cours qu'on va suivre. On aura 4 parties. La première intitulée Avant tout, la deuxième grande ligne, la troisième introduction et la quatrième anamnèse. Pour la première partie, on posera deux questions pertinentes. La première, c'est qu'est-ce que ça veut dire sémiologie? Bien sûr, si vous faites sémiologie et vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire sémiologie, c'est illogique. Ensuite, pourquoi on étudie la sémiologie? Quel en est l'intérêt? Pour la deuxième partie, on va voir la position de la sémiologie en médecine et la moyenne générale et l'internat. Ces deux titres sont deux titres importants pour vous en troisième année de médecine pour que vous puissiez se positionner, c'est-à-dire pour que vous compreniez mieux l'importance de ce module en troisième année de médecine et vous bossez pour avoir la meilleure note en sémiologie. Je vous donne un exemple, par exemple la moyenne générale ou ce qu'on appelle le score. Le score qui est un nombre qui sert à classer les étudiants par ordre de mérite avant d'entamer le stage de l'internat. Et la sémiologie et la troisième année en médecine ont un poids très important dans ce score-là, par rapport à ce score. La troisième partie sera pour l'introduction. On va définir la sémiologie de manière précise, les catégories des signes, c'est-à-dire les signes fonctionnels, physiques et généraux, comment faire une observation pour aboutir au diagnostic, et on terminera par l'anamnèse. Comment faire un interrogatoire bien conduit, quelles sont les données qu'on va tirer du malade, entre autres, c'est les données de l'état civil, le motif d'hospitalisation ou de consultation, c'est-à-dire pourquoi le malade est venu nous voir, l'histoire de la maladie, les antécédents, les conditions socio-économiques, les habitudes de vie, l'histoire professionnelle. Donc on va voir tout ça en détail. Juste suivez avec moi et ce sera très facile. Avant tout, qu'est-ce que ça veut dire sémiologie? Il faut savoir que tous les mots scientifiques sont tirés du latin, qui est une langue, et la plupart des mots en médecine sont tirés du latin. Et le mot sémiologie aussi, il vient de signaux et logie. Signaux, c'est-à-dire signe ou signal ou indice, et logie, c'est-à-dire science. Donc la sémiologie, c'est la science des signes, la science des indices. Et le médecin va tirer le signe et l'indice que présente le malade, va l'observer, l'analyser et conclure à l'existence d'une maladie par exemple. Donc c'est ça la sémiologie. Et sans indice, le médecin ne connaîtra rien sur l'existence d'une maladie. Donc, tout simplement, la sémiologie, c'est la science des signes. Alors, pourquoi on étudie la sémiologie? Quel est l'intérêt? Voici avec moi cette image. Vous voyez un signe dont je ne vous dirai pas le nom maintenant. Le premier médecin va décrire ce signe en disant
que c'est une empreinte laissée par la pression d'un doigt sur la peau. Un autre médecin va le décrire en disant que c'est une muqueuse infiltrée par du liquide lors d'un œdème. Un autre médecin va le décrire comme un œdème mou sur la face antérieure du tibia. Donc, vous avez vu que les trois médecins ont utilisé des mots différents, plus ou moins précis, et chacun de ces médecins chacun de vous va comprendre le message d'une manière différente. Donc ici, il y a un problème de communication et un problème de langage trop long entre les médecins. Donc, la sémiologie va leur dire ce signe, on l'appelle signe de Godet. Et voilà les critères de ce signe. Ça et ça et ça. Et tous les médecins vont être d'accord avec ça. Ils vont décrire le même signe de la même façon. De la même façon, en utilisant les mêmes mots-clés. Et les trois médecins se comprennent alors. Donc, on a réglé le problème de compréhension et de communication. Il nous reste le problème de langage trop long. Les trois médecins ont décrit ce signe en utilisant beaucoup de mots. Et on va résumer tout ce que les médecins ont dit en un seul mot. C'est le signe de Godet, ou ce qu'on appelle un œdème. Prenons le Godet. C'est un mot clé. Donc c'est ça l'intérêt de la sémiologie. L'intérêt de la sémiologie, c'est d'écrire et traduire. D'écrire les signes et les traduire en mots médicaux précis. Ces mots-là, par exemple, signe de Godet, ont une valeur sémiologique. Mais après, est-ce que la sémiologie suffit pour que le médecin comprenne la valeur d'un signe? Alors, parfois oui, parfois non. Mais en général, il lui faut le contexte du malade. Et si pour cela, on va faire ce qu'on appelle l'anamnèse. Parfois, l'interrogatoire suffit pour avoir une valeur du signe. Parfois, l'examen clinique suffit avec l'interrogatoire. Parfois, on aura besoin des investigations paracliniques, biologiques et radiologiques, etc., etc. Donc, ça dépend du contexte. Par exemple, en l'occurrence, le signe de Godet. Ce signe-là traduit la viscosité du liquide d'œdème, généralement pauvre en protéines, et ce signe-là se voit dans plusieurs situations. Par exemple, quand les jambes sont déclives en position assise ou debout prolongée, ce qui augmente la pression hydrostatique dans les veines et les capillaires, et on aura ce qu'on appelle le signe de Godet. Un autre exemple, dans l'insuffisance cardiaque qui entraîne une diminution du débit cardiaque, ou par exemple dans le syndrome néphrotique, la cirrhose ou la malnutrition qui abaisse l'albuminémie et diminue la pression oncotique intravasculaire et aussi au cours de certains traitements. Donc vous voyez, le but de la sémiologie est d'apprendre aux futurs médecins les différents signes ou symptômes que peut présenter un malade et à traduire ces signes en langage médical, ce qui sous-entend la nécessité de l'acquisition d'un vocabulaire précis. Et n'oublie pas surtout que chaque signe a une valeur. J'espère que vous avez bien saisi l'intérêt de la sémiologie. Alors, la position de la sémiologie en médecine. Qu'est-ce que j'entends par ça? Alors, imaginez avec moi que tout ça, c'est la médecine. C'est juste une imagination pour que vous me compreniez. D'accord? Alors, s'il y a un dysfonctionnement au niveau chimique, s'il y a un changement physiologique ou pathologique
au niveau biochimique, pharmacologique, au niveau physiologique, embryonnaire, histologique, etc., etc. Donc, ce dysfonctionnement ou ce changement, soit physiologique ou pathologique, va se traduire par un signe. Donc, ce signe-là va nous orienter vers l'origine de l'anomalie. Alors, je vous donne un exemple en pharmacologie. Si quelqu'un prend un médicament toxique pour le foie, cette intoxication va se manifester par des signes tels que un ictère, une hémorragie haute, des vomissements, etc., etc. Je prends un autre exemple. Si à l'échelle cellulaire, s'il y a des cellules au niveau du sein qui se multiplient d'une manière anarchique, on aura des signes sémiologiques qui traduisent ce dysfonctionnement et, par exemple, une douleur au niveau du sein, une dureté à la palpation, une déformation de la glande mammaire, etc., etc. Donc, vous, en tant que médecin, vous allez trouver le signe et vous allez trouver aussi l'origine de la maladie selon les signes que présente le malade. J'espère que vous avez bien compris la position de la sémiologie en médecine. Ici, je vais vous parler de la moyenne générale et de l'internat. Vous savez tous que la 7e année de médecine, c'est l'année où vous allez tous choisir un terrain de stage pour faire votre interne. Alors, ce choix-là, c'est-à-dire le choix de terrain de stage, se fait par ordre de mérite. C'est-à-dire celui qui obtient plus de points aura la priorité pour choisir le terrain qui lui convient. Et l'ensemble de points que vous allez accueillir pendant la 3e, la 4e, la 5e et la 6e année de médecine s'appelle score. D'accord? Mais il faut remarquer ici que la 3e année de médecine occupe la quasi-totalité du score. Donc, si vous voulez choisir le meilleur terrain de stage pendant l'internat, travaillez cette année et ayez de bonnes notes. Alors ça, c'est une sorte de motivation, d'accord, pour que vous ayez une motivation pour travailler de plus pendant cette année. Et cet exemple donc de score concerne les études en Algérie, mais le concept reste le même, c'est-à-dire la sémiologie dans les études médicales est primordiale dans tous les pays. D'accord? Alors, nous sommes arrivés au vif du sujet. Alors, comme introduction, on va définir le but de la sémiologie. Pourquoi la sémiologie? Le but de la sémiologie est d'apprendre aux futurs médecins que vous êtes les différents signes ou symptômes que peut présenter un malade et à traduire ces signes en langage médical, ce qui sous-entend la nécessité de l'acquisition d'un vocabulaire précis. Donc tout simplement, la sémiologie va vous apprendre deux choses. La première, c'est elle va vous apprendre à reconnaître les signes et les symptômes que présente le malade, premièrement. Deuxièmement, elle va vous apprendre à traduire ces signes ou symptômes en langage médical, ce qui sous-entend la nécessité de l'acquisition d'un vocabulaire précis. C'est ça le but de la sémiologie. Alors, pour les catégories des signes, il y a des signes que peut présenter un malade. Ces signes-là, on les a divisés en trois catégories. Il y a les signes fonctionnels, il y a les signes physiques, il y a les signes généraux. On va commencer catégorie par catégorie. Donc, les signes fonctionnels, ce sont tout simplement les signes qui sont recueillis par l'interrogatoire du malade. Donc, le médecin va poser des questions au malade, le malade va répondre. Je vous donne un exemple. Si vous dites au patient, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous ressentez? Elle va vous dire, je ressens une douleur. Alors, cette douleur-là, c'est le signe fonctionnel. C'est-à-dire, c'est ce que le patient vous dit.
où vous allez l'analyser. Mais l'analyse de ce signe fonctionnel est souvent difficile. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de la personnalité du malade et elle dépend de la qualité d'écoute du médecin. Et il y a des malades, par exemple un malade qui ressent une petite douleur, mais il vous dit je peux pas la supporter, c'est une douleur très vive, je peux pas dormir la nuit, etc., etc. Et il y a un autre malade qui ressent la même douleur et il va vous dire non, c'est rien, je ressens rien, alhamdoulilah, d'accord? Donc c'est ça la difficulté. Et elle dépend aussi, l'analyse des signes fonctionnels dépend de la qualité d'écoute du médecin. Il y a des médecins qui écoutent bien leurs patients, mais il y a des médecins malheureusement qui n'écoutent pas bien leurs patients. C'est pour cela que l'analyse de ces signes doit être très très soigneuse, parce que c'est difficile, hein, c'est une analyse difficile, et elle doit être toujours avant l'examen clinique. Je vous donne un exemple ici pour que vous compreniez mieux qu'est-ce que ça veut dire signe fonctionnel. Alors vous avez une dame qui se présente au niveau de l'hôpital, elle est coiffeuse, elle a 50 ans, et elle vous dit « Oh monsieur, je ressens une pesanteur sur mon pneumothorax gauche, comme si un éléphant était assis dessous. Et je la ressens au niveau de mon cou et au niveau de mon membre supérieur gauche, par exemple. » Donc c'est ça ce qu'on appelle un signe fonctionnel. C'est ce que le malade vous dit. Pour les signes généraux, ce sont tout simplement des signes qui sont mesurés de manière précise, c'est-à-dire d'une manière quantitative. Vous avez par exemple le poids qui est mesuré en kilogrammes, la taille en centimètres, la température en degrés centigrades, la diurèse par litre et la température, la pression artérielle par centimètre de mercure. Donc, ces éléments-là, on va les utiliser pour la surveillance objective. Donc, c'est ça l'importance des signes généraux, c'est la surveillance. Et il y a aussi un autre avantage, c'est que ces mesures-là, ou ces signes-là, ils peuvent être recueillis par l'infirmier. Je vous donne un exemple. Si une dame se présente au niveau de l'hôpital, c'est une dame, c'est une femme blanche, en surpoids, elle est âgée de 54 ans, qui est agréable et coopérative. Donc jusque-là, on n'a pas de signes généraux. Donc on va commencer. Donc la taille, elle est de 1,65 mètres. Son poids est de 68. Sa pression artérielle est comme ça. La fréquence cardiaque est 96, est régulière. La fréquence respiratoire est 34. La température est 36,4. Donc c'est ça, les signes généraux, qui sont des signes qu'on peut mesurer d'une manière précise. Les signes physiques, tout simplement, sont des signes qui sont découverts par le médecin grâce à ses organes des sens, c'est-à-dire la vue, le toucher et l'ouïe. Et ce qui est important, c'est que ces signes-là sont découverts de manière objective. C'est très important, hein, objective. Et ils sont analysés lors des différents temps de l'examen clinique. Donc il y en a 4. Il y a 4 temps de l'examen clinique. On va commencer par l'inspection, puis la palpation, ensuite la percussion et enfin l'auscultation. L'inspection, c'est par la vue. La palpation, c'est par le toucher. La percussion, c'est aussi par le toucher. Et l'auscultation, c'est par l'ouïe. Mais pour inspecter, pour palper, pour percuter et pour ausculter,
il vous faut un savoir-faire précis, très précis. Et c'est-à-dire un savoir-faire, c'est-à-dire des techniques, hein, des méthodes pour inspecter, pour palper, pour percuter, pour sculpter. Et ces méthodes-là, ce savoir-faire, vous allez l'apprendre au fur et à mesure dans ce module de sémiologie. Alors, pourquoi les signes fonctionnels, les signes généraux, les signes physiques? Pourquoi tout ça? Alors, il y a deux raisons. Première raison, c'est que ces signes-là vont être traduits en langage médical. Et pourquoi? Tout simplement pour constituer ce qu'on appelle une observation. Qu'est-ce que ça veut dire observation? Observation, c'est tout simplement un ensemble d'éléments constitués par les signes fonctionnels généraux et physiques avec l'anamnèse et qui vont être écrits sur du papier. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle observation. Et la deuxième raison, c'est que ces signes-là vont être rassemblés pour obtenir un syndrome. Et pourquoi le syndrome? Déjà, qu'est-ce que c'est le syndrome? Le syndrome, c'est tout simplement un ensemble caractéristique de symptômes qui sont cohérents. Et c'est le mot-clé. Donc, symptômes qui sont cohérents. Et qui vont aider le médecin, qui vont orienter le médecin vers un diagnostic. Alors, après avoir fait une observation et rassembler les signes pour obtenir un diagnostic et avoir une orientation, le médecin va choisir un examen complémentaire si nécessaire. Si nécessaire seulement, on ne va pas choisir n'importe quel examen complémentaire. Alors, parfois, le médecin n'aura pas besoin d'examen complémentaire, mais le plus souvent, il aura besoin. Alors, après avoir fait l'examen complémentaire, le médecin va poser un diagnostic de confirmation. Et pourquoi on pose le diagnostic, hein? C'est comme ça, non. Pour donner un traitement adéquat. Donc, vous avez remarqué que la base de tout ça, ce sont les signes. C'est la sémiologie. D'accord? Alors, ici, je vais vous donner un petit mot sur les examens complémentaires. C'est qu'il y a des examens complémentaires qui sont que vous allez rencontrer le plus souvent dans la pratique courante et que vous allez les apprendre donc en même temps que le module de la sémiologie. Je vous donne un exemple. Le CG, c'est-à-dire l'électrocardiogramme, l'hémogramme, l'abdomen sans préparation, etc., etc. Le thénothorax aussi. Donc, ces examens, vous allez les étudier en détail en même temps que la sémiologie. Alors, il y a d'autres examens complémentaires qui sont, c'est-à-dire qui revient aux spécialistes. Et vous n'allez pas les étudier en détail. Vous allez seulement les survoler pour les reconnaître. D'accord? Alors maintenant, on va voir l'anamnèse, qui est le point le plus essentiel dans ce cours. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire anamnèse? Alors, l'anamnèse, comme son nom l'indique, c'est le retour à la mémoire du passé vécu par le malade qui pourrait être oublié ou refoulé. L'essentiel, c'est le retour à la mémoire du malade. D'accord? Donc, on va rafraîchir la mémoire du malade par des questions posées d'une manière précise et qui vont nous aider à faire le diagnostic. C'est ce qu'on appelle l'interrogatoire. Donc, c'est un ensemble de questions. Et cet ensemble de questions, c'est le préambule de toute observation clinique. Donc, si je vous pose une question, quel est l'outil le plus essentiel pour recueillir des données de l'anamnèse? Vous allez me répondre, c'est l'interrogatoire. Cet interrogatoire doit être bien conduit pour aider le médecin à diriger et à interpréter son examen clinique, parce qu'il ne pourra pas interpréter les examens cliniques sans qu'il ait un contexte clinique sur lequel il va faire son raisonnement. Mais pas seulement. Il va aussi lui permettre de choisir d'éventuelles investigations complémentaires qui sont utiles au diagnostic.
Et cet interrogatoire exige quelques règles très essentielles pour que ça soit fructueux. Donc il faut que le médecin comprenne ces règles pour éviter toute erreur pendant l'interrogatoire. La première de ces règles est la nécessité impérieuse d'établir une bonne relation entre le médecin et son malade. Pourquoi? Parce que tout simplement le premier contact entre le médecin et le malade va influencer sur la qualité des renseignements recueillis. C'est-à-dire que si le premier contact entre le médecin et le malade n'est pas bon, le malade ne va pas donner des informations de qualité, ce qui va influencer sur la qualité des renseignements. Et donc la relation entre le médecin et le malade ne va pas influencer seulement sur la qualité des renseignements, mais aussi sur l'adhésion du malade à la thérapeutique. C'est-à-dire que si cette relation n'est pas bonne, le malade ne va pas recevoir la thérapeutique qui lui a été donnée d'une manière propice. Et cela va influencer sur le pronostic de la thérapeutique et parfois même le traitement ne marche pas parce que la relation entre le médecin et le malade n'est pas bonne. Le malade n'a pas confiance au médecin, donc il ne va pas suivre les consignes qui lui a été données par son médecin traitant. Et comment le médecin pourra établir cette relation? Comment? Alors tout simplement, pour que cette relation puisse s'établir, elle demande de la part du médecin de la courtoisie, de la compréhension de son malade, voire de la compassion et de la modestie. Donc, il faut que le médecin soit humain avant tout. La deuxième règle consiste en une écoute attentive du malade. Donc, le médecin doit laisser son malade s'exprimer, donc écoutez son récit, ne lui coupez pas la parole, mais il doit aussi, quand cela est nécessaire, l'aider à s'exprimer en lui posant des questions précises, en évitant toutefois d'influencer ses réponses, en lui suggérant donc des réponses, par exemple. Hein. Donc, il faut poser des questions ouvertes qui donnent la chance au malade de s'exprimer sur ce qui lui gêne. C'est comme WH question en anglais. D'accord? Donc, il faut diriger l'interrogatoire et ne laissez pas porter, donc ne se laissez pas porter par le malade et lui ouvrir toute parole pour vous raconter toute sa vie personnelle. Nous sommes des professionnels, il faut rester professionnel et diriger son interrogatoire pour un but bien précis. La troisième règle est de toujours suivre le même schéma type d'interrogatoire. C'est très important parce que avec le temps, ce schéma doit devenir automatique et ce qui évitera d'oublier des points importants qui, à eux seuls, peuvent parfois conduire au diagnostic. Donc les données de l'interrogatoire seront consignées sur des feuillets d'observation qui feront partie intégrante du dossier médical du malade hospitalisé ou sur une fiche numérotée pour que le malade pour un malade, par exemple, vu en consultation externe. Dans les diapos suivantes, on va voir la manière dont l'interrogatoire sera mené. Donc, suivez avec moi. Alors, parmi les données qu'on va recueillir, ce sont les données de l'état civil, c'est-à-dire le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'adresse, la situation de famille et la profession actuelle.
Ici, je vous donne un exemple. Par exemple, un patient qui s'appelle Nadir, son prénom est Oudla Yeshi, sa date de naissance est, je sais pas, le 1er janvier 2000, il est né à Alger, son adresse c'est à Babzouar, il est célibataire et étudiant, par exemple. Mais ces données cliniques, il faudra noter que ces renseignements-là, on peut, c'est-à-dire peuvent être recueillis au préalable par un secrétaire ou un infirmier. D'accord? Mais comment nous allons écrire ces données-là dans l'observation? Alors voici un exemple. Alors on va écrire, après avoir écrit le nom de l'hôpital ou de l'établissement dans laquelle le patient est suivi, par exemple, on va écrire l'état civil. Alors, je vous donne un exemple ici. Il s'agit de monsieur ou madame ou enfant. Il s'agit par exemple de monsieur Nadir Oudlaïechi, âgé de 60 ans, 50 ans, 5 ans. État civil, est-ce qu'il est célibataire comme celui-là? Est-ce qu'il est marié, divorcé, veuf? Est-ce qu'il est père, mère? Il faut aussi préciser le nombre d'enfants vivants et bien portants. Par exemple, il est originaire de Msila, de Betna, d'Alger. Il demeure, par exemple, à Biskra, à Sétif. Et il faudra ici préciser la profession. Par exemple, exerçant actuellement la profession de, par exemple, ingénieur. Est-ce que cette profession est temporaire ou est-ce qu'elle est permanente ou est-ce qu'elle est mise en retraite? Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'état civil. D'accord? On a ensuite ce qu'on appelle le motif d'hospitalisation ou de consultation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le motif d'hospitalisation? C'est tout simplement le symptôme ou les symptômes majeurs qui vont amener le malade à consulter, à venir nous voir. D'accord? Pourquoi le malade vient nous voir? C'est ça le motif d'hospitalisation. Et à ce stade-là, euh, il est également important, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un malade hospitalisé ou vu dans une consultation spécialisée, il faut préciser le nom du médecin traitant habituel. D'accord? Pourquoi? C'est tout simplement pour établir une relation avec ce médecin traitant et le service hospitalier dans lequel le malade va être hospitalisé. D'accord? Alors, avec un autre mot. Maintenant que le contact est établi entre le médecin et le malade, vous pouvez rechercher en tant que médecin la raison pour laquelle le patient vient consulter. C'est ce qu'on appelle classiquement le motif de consultation ou la principale plainte. D'accord? Mais en médecine ambulatoire, où la consultation a souvent 3 ou 4 raisons, il est préférable de parler des problèmes présentés par le patient et commencer par des questions ouvertes, qui donnent toutefois la liberté pour la réponse. Par exemple, on va poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, par exemple? On va poser au malade, en quoi puis-je vous aider? Ou par exemple, avez-vous des préoccupations particulières qui vous ont incité à prendre ce rendez-vous? Ou qu'est-ce qui vous a décidé à venir consulter aujourd'hui? Alors, toutes ces questions-là incitent le patient à exprimer toutes ses préoccupations, pas seulement ses problèmes médicaux, d'accord? Donc, le premier problème
que le patient mentionne au cours de cette hein, euh, de, de, de l'entrevue n'est pas forcément le plus important. D'accord? Le premier problème que le patient mentionne n'est pas forcément le plus important. Je vous donne un exemple. Alors, le malade, par exemple, est admis dans notre service de pneumologie pour, par exemple, exacerbation d'asthme. D'accord? Alors, comment on va écrire tout cela dans l'observation? Alors, on va écrire le motif d'hospitalisation. Ensuite, on va mettre comme ça. Le malade est admis dans notre service de, par exemple, pneumologie, de cardiologie, d'hématologie, etc., etc. Alors, on va mentionner le jour de l'hospitalisation pour la raison. C'est ça le motif d'hospitalisation. Alors, on va donner la raison pour laquelle le malade vient nous voir. Alors, pour, par exemple, l'exploration de symptomatologie majeure ou des douleurs ou des complications, par exemple, d'une maladie connue. Il faut aussi mentionner le nom du médecin traitant habituel. Par exemple, on va mettre traité auparavant par docteur Flan ou Flan. D'accord? Alors, le quatrième point essentiel dans l'anamnèse, c'est ce qu'on appelle l'histoire de la maladie. C'est-à-dire qu'on va poser des questions au malade pour revenir à l'histoire du motif de consultation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, histoire de la maladie? L'histoire, c'est tout simplement le déroulement détaillé de la maladie actuelle du patient, c'est-à-dire les facteurs significatifs qui peuvent prédisposer à la maladie, les détails d'une maladie antérieure, les traitements actuels et passés, et aussi éventuelles maladies familiales, etc., etc. Donc, elle consiste à faire exposer au malade l'histoire chronologique, c'est-à-dire par ordre, l'histoire chronologique du motif de consultation, et je dis motif de consultation, c'est-à-dire le symptôme majeur, et elle doit préciser donc 9 points essentiels. Donc on va rechercher les points suivants. Premièrement, on a ce qu'on appelle la date d'apparition du symptôme majeur. Donc cette date, elle est souvent difficile à obtenir, sauf si le symptôme est d'apparition récente ou très bruyante. On peut, donc à défaut de cette date précise, rechercher le nombre de jours, ou de mois ou d'années par rapport à la date d'admission à l'hôpital ou par rapport à la première consultation. On peut même aider le malade à se rappeler de la date d'apparition des symptômes en lui suggérant des repères connus, par exemple la date du mariage ou même une fête religieuse, etc., etc. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la nature du symptôme. Par exemple, si je prends le motif de consultation, la douleur, la nature de cette douleur peut être de type torsion, brûlure, déchirure, etc., etc. Donc chaque symptôme a ces natures différentes qu'il faudra préciser au cours de cette histoire. Puis le mode de début, c'est-à-dire est-ce que le symptôme est d'apparition brutale, c'est-à-dire d'une manière bruyante, ou d'apparition progressive, c'est-à-dire petit à petit. D'accord? Ensuite, il y a ce qu'on appelle les facteurs déclenchants. Alors, parfois, l'activité physique déclenche le symptôme. Par exemple, en cas d'une maladie articulaire, une activité physique pourrait déclencher une douleur articulaire. Et dans ce cas, on appelle cette activité physique un facteur déclenchant. Parfois, le repas peut déclencher le symptôme, ou même la prise de certains médicaments peut être un facteur déclenchant.
Et comme il y a le facteur déclenchant, il y a aussi les facteurs sédatifs. Parfois, le repos fait disparaître le symptôme, et dans ce cas, on appelle le repos un facteur sédatif. Parfois, le repas fait disparaître le symptôme, et parfois, la prise de certains médicaments pourrait être un facteur sédatif pour certains symptômes. Puis, il y a ce qu'on appelle la localisation du symptôme. Et cela, c'est surtout dans un symptôme à type de douleur. Et dans ce cas, il faudra préciser la localisation de la douleur en demandant au malade de désigner avec le doigt le point où la douleur est maximale. Mais dans ce cas, il ne faut pas oublier de rechercher d'éventuelles irradiations de la douleur. Ensuite, l'évolution du symptôme dans le temps. Cette évolution peut être permanente, c'est-à-dire sans discontinuité, ou intermittente, c'est-à-dire qui s'arrête et reprend par intervalle. Et ici, il faut demander au malade, est-ce que le symptôme s'aggrave dans le temps? Est-ce qu'il augmente d'intensité ou de fréquence? Ou est-ce que le symptôme est influencé par un traitement? Et bien sûr, toutefois, il faut, dans ce cas, si le symptôme est influencé par un traitement, il faut préciser le traitement qui influence le symptôme. Puis, il y a ce qu'on appelle les symptômes associés. Ici, il faut les rechercher. Il faut rechercher les symptômes associés. Alors, il y a un symptôme majeur qui amène le malade à consulter. C'est ce qu'on appelle le motif de consultation. Il y a aussi des symptômes qui sont associés. Par exemple, si le malade est venu pour une douleur, alors qu'il a aussi des vomissements. Dans ce cas, on appelle les vomissements un symptôme associé. Et dans ce cas, il faudra toujours préciser la chronologie des symptômes associés par rapport aux symptômes majeurs. Puis, il faut rechercher le symptôme qui intéresse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui intéressent d'autres appareils. Ici, on va rechercher l'existence de symptômes n'ayant pas un lien apparent avec une maladie actuelle, ou c'est-à-dire un lien avec le symptôme majeur, mais c'est-à-dire on va rechercher les symptômes qui sont en relation avec d'autres appareils. Donc, on va poser des questions qui ont une relation avec d'autres appareils. Par exemple, on va demander au patient, est-ce que le patient a une toux, une gêne à la respiration, une céphalée, alors qu'il est venu pour une douleur, par exemple, une douleur articulaire, par exemple. Alors, les symptômes du patient sont très importants, très très importants. Il oriente le diagnostic et indique les examens complémentaires les plus aptes pour confirmer une suspicion clinique. Parfois, l'histoire de la maladie suffit pour poser le diagnostic. Par exemple, dans la migraine, il n'y a pas d'examen complémentaire efficace. Et le diagnostic reposera essentiellement sur une histoire bien retranscrite. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, dans un angor, la description ici de la douleur, par exemple la date d'apparition, la nature, donc la description de la douleur thoracique liée à l'effort, donc l'effort c'est un facteur déclenchant. Ici dans ce cas, cette description, c'est-à-dire une douleur thoracique, ça c'est une localisation liée à l'effort, c'est un facteur déclenchant, peut être suffisante pour permettre un diagnostic sûr sans aucun examen complémentaire. Donc l'histoire de la maladie c'est très très importante. Puis il y a ce qu'on appelle les antécédents. Alors les antécédents sont tout simplement les faits antérieurs
à une maladie, soit qui concerne la santé du sujet examiné, soit qui concerne la santé de sa famille. Donc, en recherchant ces antécédents, on va connaître l'histoire du patient, mais aussi de son entourage antérieur à la maladie actuelle, et on va rechercher ce qu'on appelle les antécédents physiologiques et les antécédents pathologiques qui concernent le malade lui-même, et puis on va rechercher les antécédents qui concernent sa famille. Alors, pour les antécédents personnels, on a les antécédents physiologiques et les antécédents pathologiques. Pour les antécédents personnels, le malade pourrait être une femme ou un homme. Pour la femme, on va rechercher les épisodes de la vie génitale, c'est-à-dire l'état de la vie génitale, qui peut retentir directement sur l'état de santé de la patiente. Et on va rechercher les vaccinations, mais les vaccinations, c'est et pour la femme et pour l'homme. D'accord? Pour la vaccination, on va poser la question au malade, est-ce qu'il a subi une vaccination BCG qui se fait habituellement à la naissance ou à l'entrée scolaire et qui laisse une cicatrice indélébile, c'est-à-dire une cicatrice qu'on ne peut pas effacer, c'est-à-dire ineffaçable. Et cette cicatrice, on va la voir sur la face antérieure de l'avant-bras. D'accord? Si le malade n'a pas fait la vaccination, il se présente par exemple chez vous avec une symptomatologie au niveau du poumon, dans ce cas, on peut suspecter fortement une atteinte par la tuberculose. Et ce n'est pas le cas si le patient a eu une vaccination BCG. On va demander au patient est-ce qu'il a fait une vaccination contre la diphtérie ou contre le tétanos ou contre la poliomyélite. La poliomyélite, c'est tout simplement une maladie causée par une lésion de l'axe gris de la moelle épinière. Et ces vaccinations-là se font habituellement sous forme injectable chez le nourrisson à partir de l'âge de 3 mois ou donc par voie orale pour l'anti-polio simple. Il faut aussi demander au patient est-ce qu'il a fait une vaccination antivariolique et qui laisse une cicatrice indélébile au niveau du bras. Et vous pouvez la voir. Et puis, pour la femme, il faut lui poser des questions sur sa vie génitale. Donc, vous allez rechercher la notion de la ménarchie. Vous allez poser la question suivante à la patiente. Madame, quel est l'âge de l'apparition des premières règles? Et la ménarchie, c'est la date de l'apparition des premières règles. D'accord? Et selon sa réponse, vous constatez est-ce que cet âge est normal ou pathologique. Puis, sur le cycle menstruel, est-ce que quelle est la date des dernières règles, quelle est la durée du cycle menstruel, quelle est la durée des règles et leur abondance, et pour donc l'abondance des règles, ici il faut demander aux patientes le nombre de serviettes hygiéniques utilisées par jour pour évaluer l'abondance des règles, d'accord? Et pour tout cela, et pour raisonner, il faut avoir un bagage théorique très solide parce que vous ne pouvez pas savoir la différence entre le normal et le pathologique si vous n'avez pas un bagage théorique. D'accord? Ensuite, vous demandez le nombre de grossesses, le nombre d'avortements et l'âge du premier enfant et l'âge du dernier enfant. Et pour la ménopause, c'est-à-dire la date de disparition des règles, il faut poser la question à la patiente pour savoir est-ce que, c'est-à-dire pour savoir la date qui marque la fin de sa vie génitale. Ensuite, pour les antécédents pathologiques, on va demander aux patients de nous résumer toutes les maladies
ou les interventions chirurgicales ou les blessures antérieures qui qu'elle a eu ou qu'il a eu, d'accord? Et parfois le malade oublie ses antécédents pathologiques ou parfois il ne veut pas vous dire ses antécédents pathologiques parce qu'il a peur, par exemple, dans le cas de VIH. Donc il faut lui rassurer que vous n'allez pas le juger et vous êtes là pour l'aider, d'accord? Il faut aussi lui demander est-ce que ces antécédents pathologiques ont entraîné une hospitalisation. Si oui, il faut lui demander le lieu et la date pour éventuelle euh, consultation du dossier. Pour les antécédents familiaux, on va interroger le malade sur l'état de santé de sa famille, c'est-à-dire son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son conjoint et ses enfants. Et est-ce qu'ils sont vivants ou morts? Et s'ils sont morts, il faut lui demander la cause de leur décès. On va demander au patient est-ce que sa famille présente un certain nombre de maladies, par exemple le diabète sucré, l'hypertension artérielle, le cancer, par exemple si un membre de la famille du patient a ce qu'on appelle endobrachiosophage qui s'est transformé en cancer. Alors ici la probabilité pour que le patient lui-même ait un cancer sera plus forte. Donc c'est ça, c'est pour ça que on va demander est-ce qu'un membre de sa famille présente un cancer ou obésité ou une épilepsie ou des affections coronaires. Il y a aussi certaines maladies sanguines héréditaires comme l'hémophilie. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anémie hémolytique. D'accord? Donc il faut poser les questions. D'accord? Et aussi demander au patient est-ce qu'un membre de sa famille présente des maladies mentales ou des manifestations allergiques comme l'asthme ou l'urticaire. Alors, nous sommes toujours dans l'anamnèse. Et c'est le sixième point, les conditions socio-économiques qui sont très très importantes et on va aussi les écrire sur ce qu'on appelle l'observation. Alors, pourquoi ces conditions socio-économiques sont importantes? Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'elles conditionnent en grande partie les habitudes de vie, notamment l'alimentation. Par exemple, dans la goutte, qui est une maladie à arthrite microcristalline, qui est caractérisée par des dépôts de cristaux d'urate intra-articulaires, mais aussi dans d'autres tissus et organes, qui est secondaire à une hyperurécémie chronique. Alors cette maladie se présente surtout chez les bourgeois qui mangent beaucoup de viande, par exemple. Donc les conditions socio-économiques influencent sur donc les habitudes de vie, notamment l'alimentation. Et la deuxième raison, c'est que ces conditions peuvent être un facteur déclenchant ou aggravant de certaines maladies. Par exemple, le choléra, la choléra, on va la retrouver surtout dans les pays sous-développés. Alors, qu'est-ce qu'on va poser comme question? On va demander au patient de nous préciser son revenu mensuel et cette information va nous donner une idée sur l'alimentation. On va aussi lui demander de nous préciser le nombre de personnes à charge. On va lui demander de nous préciser le mode d'habitation. Est-ce qu'il est rural ou urbain? Aussi le nombre de pièces d'habitation qui va nous aider surtout pour les maladies contagieuses, par exemple la tuberculose, où parfois on retrouve une notion de contiguïté.
Et aussi, on va rechercher le mode d'alimentation en eau. Est-ce que le patient boit l'eau de ville, c'est-à-dire l'eau du robinet, ou l'eau de pluie? Il y a certaines maladies qu'on trouve beaucoup chez les patients ou les personnes ayant un mode d'alimentation, l'eau de pluie. Il y a d'autres maladies qu'on retrouve beaucoup chez les patients ayant un mode d'alimentation en eau de ville. Le septième point dans l'anamnèse, c'est les habitudes de vie. On va poser des questions sur l'apport alimentaire, mais surtout et en particulier la fréquence de l'apport protéique, c'est-à-dire est-ce que le patient mange de la viande, est-ce qu'il mange du poisson, et est-ce qu'il mange des œufs. Et aussi sur la prise des légumes verts et des fruits, d'une manière saine ou pas. Puis, on va poser des questions sur la prise d'alcool, de café, de thé ou de tabac, tout en précisant la quantité. Alors parfois, le malade ne vous dira pas qu'il boit de l'alcool, mais si vous établissez une relation médecin-malade de confiance, le malade va divulguer tout ce qu'il fait. Et ces informations sont très très importantes, surtout le tabac et l'alcool, dans beaucoup de maladies. Par exemple, dans une maladie qui s'appelle BPCO, si le patient prend du tabac, il ne pourra pas être guéri et le traitement ne sera pas efficace, sauf s'il arrête de prendre le tabac. La notion d'ingestion médicamenteuse est aussi importante, surtout les sédatifs et les laxatifs. Si par exemple le patient a une diarrhée alors qu'il a pris du laxatif, il vous suffit d'arrêter le médicament, si ce médicament bien sûr n'est pas nécessaire, il vous suffit de l'arrêter pour que les symptômes disparaissent. Il faut aussi demander au patient est-ce qu'il est en entente avec sa famille, c'est-à-dire est-ce qu'il a une bonne relation avec sa famille, est-ce que sa vie sexuelle est harmonieuse, est-ce qu'il est en bonne relation avec ses enfants, et aussi le rapport du malade avec son lieu de travail, avec sa vie professionnelle. Est-ce qu'il est en entente avec les responsables? Est-ce qu'il est en entente avec ses collègues avec lesquels il travaille? Et est-ce qu'il aime son travail ou pas? Tout cela pourrait vous donner une background sur l'état psychologique du patient. Alors, la dernière chose dans l'anamnèse, c'est l'histoire professionnelle. Elle comporte la revue de tous les métiers exercés dans le passé par le patient, mais surtout, on va rechercher la notion d'exposition à certains agents, notamment les poussières chez les mineurs et le plomb chez les peintres. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux l'importance de l'histoire professionnelle. Par exemple, il y a une maladie qui s'appelle pneumoconiose. Ce sont des affections broncho-pulmonaires qui sont caractérisées par l'accumulation des particules inorganiques, minérales ou métalliques au niveau du tissu pulmonaire. Et parmi ces maladies, il y a ce qu'on appelle la silicose, qui touche beaucoup plus les personnes qui travaillent à la roche dans les industries extractives, comme par exemple les mines d'or, les mines de charbon, les mines de fer. Et elle est considérée comme une maladie professionnelle. Et il faut la mentionner dans l'observation. D'accord? À la fin de cet interrogatoire qui s'appelle anamnèse, et après avoir connu ton malade, alors qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, euh, vous allez passer à la deuxième étape qui s'appelle l'examen clinique. Alors, chaque spécialité de médecine
a son examen clinique particulier et vous allez étudier au fur et à mesure ces examens cliniques dans ce programme de sémiologie. Mais en général, l'examen clinique nécessite un minimum de matériel que tout médecin doit posséder et avoir toujours à sa disposition. Alors, il y a le stéthoscope, il y a ce qu'on appelle le tensiomètre, il y a le mètre ruban, il y a une lampe de poche, un marteau à réflexe, une aiguille et un morceau de coton hydrophile. Donc, nous avons fini avec ce premier cours intitulé Introduction à la sémiologie et à l'anamnèse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et à la prochaine. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis, afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne. Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam!